Bonjour tout le monde et bienvenue dans un autre épisode du podcast Humain d'exception. Vraiment content de vous voir ici. Et aujourd'hui, c'est tout un humain d'exception que je reçois. Je dirais même que c'est un humain exceptionnel. Et ça va être, comme toujours, une entrevue humaine entre deux beaux humains d'exception. J'ai avec moi aujourd'hui nul autre que le seul et l'unique, the one and only, comme on dit, Jean-Marie Lapointe. Merci d'être là, Jean-Marie. Si tu savais à quel point c'est un privilège de pouvoir et un honneur de pouvoir faire ça avec toi aujourd'hui, là, dans des beaux studios à Montréal. J'ai l'impression que je viens de rentrer dans les gros studios de podcast. Et dans la grosse ligue, comme tu dis. Ouais. Et j'ai un grand joueur aussi avec moi. Bon, donc, merci d'être là. Merci beaucoup d'être là. Écoute, je vais quand même faire un peu une petite présentation de toi, même si je pense que tout le monde quand même te connaît. En tout cas, beaucoup de gens au Québec te connaissent parce que tu es impliqué dans beaucoup de choses. Tu es comédien à la base. Et quand j'ai refait des recherches pour m'assurer que j'avais comme les bonnes informations, je me suis rappelé, parce que je l'ai vu, parce que je l'avais complètement oublié ce bout-là, que tu avais joué dans Lancer Compte. Ouais. En plus, grand fan, moi, de Lancer Compte. Puis c'était dans les années avec Rock Voisine, en plus, si je me trompe pas. C'est ça? La même année. Alors, pour un amateur de hockey que tu es, c'est sûr que Lancer Compte, ça a dû être une série culte pour toi. Puis c'était probablement mon premier gros contrat à la télé. Puis tu sais, à cette époque-là, la série télé qui dominait les codes d'écoute, c'était Lancer Compte. Dans les années 80, les gens se mettaient là-dessus toutes les semaines. Et moi, j'ai fait partie de la saison 3-4 de Lancer Compte avec les téléfilms qui ont suivi. Puis c'était tellement une belle expérience pour le petit cul que j'étais de 22 ans. Là. Oh, mon Dieu, c'était donc belle fun. Une belle expérience. Ça a dû. Puis en plus, il y a beaucoup d'acteurs. Vous étiez quand même jeune. T'avais quel âge dans ce temps-là quand t'as fait ça? 22 ans. Début vingtaine, 22 ans. J'avais 22 ans. Finissais-tu en party un peu des fois avec l'équipe de les acteurs et tout ça, ou c'était très professionnel puis ça finissait jamais en party? Jamais durant les journées de tournage. Les parties, c'était plus quand les acteurs et les joueurs de hockey, parce que nous, on était... Oui. Certains d'entre nous savaient super bien jouer au hockey. Ce n'est pas mon cas, mais Rock Voisine, oui. Oui. Lui, il n'avait pas besoin de doublure. Oui, c'est ça. Lui, il pouvait faire tous ses jeux, puis aussi bon qu'un joueur pro. Mais les autres comédiens principaux, parfois dans les jeux de hockey où il y avait une belle dextérité, on était doublé par des joueurs de hockey qui avaient déjà été soit professionnels, qui avaient joué Ligue junior majeure, Ligue américaine. Exact. Okay, cool. Alors, nous, on avait organisé une tournée et c'était plusieurs acteurs de la série et on jouait contre des équipes locales. Mais là, ils nous attendaient parce que c'était la gang de Lancer Compte qui débarquait et les arénas étaient remplis. Mais ça n'a rien à voir avec la série. C'était en parallèle à ça. C'était comme de la promotion un peu. Oui, exactement. Puis on était toute une gang de chummies là-dedans. On avait du fun. Mais tu sais, on est allé jouer au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est allé jouer en Beauce. On est allé jouer. On s'est promené. On s'est vraiment promené. Puis c'était cool. Là, il y a eu des parties. Ouais, j'imagine. Là, surtout quand les organisateurs nous recevaient, on était reçus comme des rois. Là, il y avait le party, il y avait les discothèques, il y avait le monde. Alors là, c'était vraiment le fun. Mais Lancer Compte même, la production, il n'y avait pas de party là. Écoute, c'est une entreprise, c'est majeur. C'était gros. Oui, il y avait des gros enjeux, puis les grosses codes d'écoute, les commanditaires. Alors, moi, te dire un peu, je peux pas te dire, on vient de faire le repêchage, la Ligue nationale. Je ne sais pas comment une recrue peut se sentir, mais nous autres, je vais parler pour moi comme acteur, comme jeune acteur, j'avais 22 ans à ce moment-là, d'enfiler le chandail du national, de jouer au hockey et de représenter le national. Et quand on nomme ton nom, moi, mon personnage, c'était Bob White. Quand on prononce ton nom, puis tu arrives sur la glace du Colisée, puis les éclairages, les applaudissements, parce que pour recréer... Il y avait une foule, là, je veux dire, c'était... Pour le tournage, on l'avait demandé aux gens de la population de la ville de Québec, venez assister à un tournage, venez assister dans les estrades au tournage. Mais quand tu as 10-12 000 personnes qui te crient après, c'est quelque chose. Ouais. Alors j'imagine, là, quand tu arrives, tu joues... jeunes recrues là, qui rentrent là, pour leur premier match au Garden de Boston, dans un environnement hostile avec les Big Bad Bruins, là. Boy, ça doit être quelque chose. Ça doit être quelque chose, c'est sûr. Puis aussi, écoute, dans tes auteurs, évidemment, tu es cinéaste aussi, conférencier. On s'est croisés, je t'ai juste manqué
au salon de l'éveil ou soit le salon de l'éveil à Québec. Oui. Ou celui à Lévis. Oui, avec Cathy Tropiano. Exactement. J'étais là, je redais ma conférence à ce moment-là. Ça doit faire 3 ans? C'était-tu un petit peu avant la pandémie? C'est juste après la pandémie. Ça venait juste de recommencer tranquillement. Elle avait fait ça à Lévis. Fait que j'avais manqué, mais j'étais aussi à l'événement. Puis sportif. Et, écoute, faut que je te dise, j'ai vu que tu avais 56 ou 57. 58. 58 maintenant. Moi, je te dis, wow! Parce que t'es top shape, man. Puis t'écoutes. Top shape, plus en shape que moi. Top shape, moi, j'ai 45 ans, puis tabarouette, bravo, tu tiens en forme. Puis sportif et tout ça. Ouais. Qu'est-ce que... Je te connais moins de ce côté-là. Je te connais plus côté conférencier, cinéaste, évidemment, dans tes implications et tout ça. Fait que dans le côté sport, qu'est-ce que tu fais comme sport? Moi, j'aime l'eau. Donc, tout ce qui s'appelle... est dans l'eau. Canot, kayak. En fait, pas dans l'eau, au-dessus de l'eau. OK. Pourtant, je suis un bon nageur, mais c'est pas ça. Moi, j'aime la rame. J'aime aller vite sur l'eau et que le moteur, ce soit mes muscles, mon cardio et la rame. Donc, ce soit le canot-kayak, la pirogue, le bateau dragon. Ouais. Tout ce qui nécessite comme accessoire une rame, j'adore ça. Une rame, ses bras, ses épaules, puis de la coordination, puis c'est beaucoup du travail d'équipe aussi. Travail d'équipe, des quand fois, tu à fais... bateau dragon, je parle, je l'ai fait ça, puis c'était assez impressionnant de faire ça comme expérience. Mais toi, explique-moi, si tu as fait du bateau dragon, comment tu t'installais et comment tu te servais de tes mains, parce que tu as quand même des limitations au niveau des mains et moi, des jambes. Je dis souvent qu'il me manque des morceaux pour faire ça comique, mais il me manque des doigts, il me manque une jambe. Moi, c'est une malformation congénitale, fait que je suis né comme ça, de façon naturelle, comme là, si j'avais gagné à la loterie. Ouais. Tu as tiré le bon numéro. Puis bateau dragon, ça a été assez simple parce que c'est plus le haut du corps. Fait que j'étais assis, puis on m'avait mis d'un côté où ce que je pouvais accoter du côté gauche. Oui. Bateau dragon, donc j'avais quand même un appui sur le bord du bateau. Oui. Puis je pagayais là, avec les mains. Moi, j'ai quand même une bonne force. Bonne grip. Une bonne grip. Ouais, je cherchais un mot français, mais bon, c'est une bonne grip. Fait que ça, c'était correct. Puis non, j'ai vraiment trippé. Puis ce que j'avais le plus aimé, c'était toute la coordination entre les gens, l'équipe, le team building autour de ça. Fait que ça, c'est très cool. Mais contrairement aux autres sports d'équipe que tu as peut-être fait, parce que là, en ce moment, tu fais du para-hockey. Là, je fais du para-hockey, du hockey sur luge. Là, je trippe. C'est le plus beau sport d'équipe que je peux connaître. Là. Oui, mais en même temps, au para-hockey, tu as des joueurs élites qui sortent du lot. Oui. Tu peux avoir un gardien hallucinant, tu peux avoir un joueur de centre, mais dans le bateau dragon, on est 20. Il n'y a pas un joueur, il n'y a pas un pagailleur élite. Il y a peut-être des athlètes qui sont surdimensionnés et vraiment surhumains, là, mais ça apparaîtra pas. Parce qu'on a tous besoin. Moi, je suis le 1/20e, toi, tu es le 1/20e. Exact. Nous sommes tous des 1/20e dans le bateau dragon. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un corps arrière émérite dans le bateau. C'est vrai. Alors, tu vois, c'est ça qui rend la beauté de ce sport-là comme un beau sport égalitaire. Tout le monde est égal dans ce bateau-là, contrairement au football ou au hockey. Mais je trouve ça le fun que tu l'aies essayé parce que tu fais une belle publicité comme quoi tu peux avoir une limitation dans le bateau. Exact. Tu peux l'essayer. Exactement. Ah oui. Ben moi, en fait, il n'y a pas grand-chose que... Il n'y a absolument rien, en fait, que je me suis empêché de faire dans ma vie. Là, là on est ici pour parler de toi, mais on échange. On se lance la balle, on se passe la POC. C'est bon, on se passe la POC, j'adore. J'ai pas mal tout fait, les sports. J'ai joué au basketball, j'ai joué au baseball, j'étais au 2e but. Ça, j'aimais ça parce que le mouvement était moins important. Sur une patte. Tu tenais sur une jambe tout le temps. Ouais. Moi, j'ai eu une prothèse jusqu'à l'âge de 14 ans. Puis à 14 ans, je vivais des petites situations, je dirais pas jusqu'à dire que c'était de l'intimidation au secondaire, mais c'était des moqueries, c'était des insultes, parce que moi, le fémur n'a pas poussé, fait que j'ai pas de cuisse, fait que la prothèse s'attache au niveau de la taille, et on recule dans les années 90, les prothèses n'étaient peut-être pas ce qu'ils sont aujourd'hui, et la mobilité était très difficile, donc je marchais un peu comme un pingouin. Tu sais, un pingouin, ça marche un peu de... de même. C'est beau, c'est cute un pingouin, mais quand les jeunes secondaires te traitent de pingouin parce que ta mobilité est différente, c'est moins le fun. Puis après plusieurs moqueries, je suis arrivé chez mes parents, chez moi, puis j'ai dit à mon père en pleurant, écoute, je ne veux pas aller à l'école, je me fais insulter, blablabla, c'est à cause de la prothèse, on rit de moi. Et mon père, de sa grande compréhension, il me dit, c'est correct, on va te donner une journée de pause, mais demain, tu retournes à l'école. Fait que choisis. Tu y vas avec ta prothèse, tu y vas en chaise roulante, tu y vas en béquille. Tu n'avais plus ta prothèse, correct, mais tu retournes à l'école quand même.
Et c'était un persévérant, puis il y avait des principes et tout ça. Puis j'ai dit, OK, je vais aller en béquille. J'ai commencé quelques semaines à marcher avec 2 béquilles, mais là, je me sentais pour la première fois de ma vie handicapé. Ouais. Parce que j'ai bien beau que la prothèse, j'avais une mobilité différente, puis j'étais quand même capable de faire plein de choses et je pouvais me servir de mes mains. Là, avec 2 béquilles, je perdais complètement l'utilisation de mes 2 bras. Tu te sentais plus limité? Je me sentais plus limité avec des béquilles qu'avec une prothèse. Et là, l'idée est venue de, et si j'étais capable de marcher avec juste une béquille? Peut-être que là, j'aurais plus de mobilité. Et là, je me suis lancé comme ça. J'ai pris la béquille, je l'ai lancée dans le garde-robe à la même place que la prothèse était rendue. Puis ça n'a jamais sorti de là. Puis je marchais avec une béquille, puis le mouvement est venu rapidement, l'équilibre est venu rapidement. J'avais quand même une bonne facilité d'adaptation physique, moi, étant né comme ça. Et c'est là qu'à 14 ans, secondaire 3, presque à 15 ans, j'ai découvert le sport. C'était plus un hobby dans ce temps-là, c'était la skateboard. Fait que j'ai commencé à faire de la skateboard dans le cours d'école, dans la rue chez nous, tout le kit. Fait que après avoir fait tous les sports, puis après ça, faire de la skateboard, je me suis dit, il n'y a pas grand-chose que je pourrais pas faire. Il y avait une chose que je n'étais pas... Puis avant que tu y ailles, une chose que je n'avais pas pu faire, puis que c'était mon rêve, parce que tous mes chums jouaient à ça, c'était au hockey. Parce que c'était impossible de patiner pour moi, là, même avec une prothèse. Fait que quand j'ai découvert le hockey luge, il y a quelques années, en 2019 à peu près, je peux même pas décrire le sentiment que j'ai eu quand j'ai embarqué sur la glace. Je dis, le gars, j'ai des frissons. Wow. L'odeur de la glace, le team, en sport d'équipe, parce que j'avais jamais vraiment fait d'autres sports d'équipe depuis des années, tu sais, après. Puis là, j'étais comme, là, c'est un rêve, man, qui se réalise. C'est fou, c'est fou. Tu sais, des fois, on met des rêves là, dans un petit tiroir de rêves là, qu'on oublie, là, puis qu'on peut ressortir plusieurs années plus tard. Là. Ben, moi, c'était ça. Mais ce qui est intéressant, j'ai 2 questions. Le skateboard, normalement, quand tu as un pied sur la planche, l'autre, il te propulse. Oui. Toi, tu te propulses comment? Moi, je me propulsais avec ma béquille. Moi, je mettais mon pied sur la planche, puis avec ma béquille, j'avançais. Puis quand j'avais pogné mon air d'aller, je mettais ma béquille en arrière. Oh, wow. Fait que ma béquille, elle me servait de jambe, là, je veux dire, comme elle me sert toujours. Ma béquille, c'est ma jambe droite. Mais en skateboard, c'était de même. Puis quand il fallait que je fasse des flips, puis des kickflips, puis des name it, tous les noms qu'on se donnait, je donnais un bon coup sur la planche en arrière, puis je réussissais à lever la skate. Je faisais des slides sur des rails. J'ai même participé à une compétition dans mon coin à Gatineau, qui était Buckingham dans le temps, avant qu'il y ait les fusions des grandes villes. C'était dans un aréna, il y avait 1000 personnes, il y avait, mon Dieu, quasiment une centaine de participants. Puis je m'étais mis dans la classe B. Je me dis, bon, je vais me garder une petite gêne. Je n'irai pas dans la classe A, mais en même temps, je me suis donné un challenge. Je suis je suis capable de compétitionner à la classe B. Je me dis, si je vais dans la classe B, je finis 2e. Quand même, je vais gagner la compétition classe B, je finis 2e, un gars avec une patte puis une béquille. Là, je peux te dire que pour moi, dans ma vie, ça a été un gros, tu sais ce qu'on dit en anglais souvent, un game changer. Ah ouais. Un moment d'éveil. Un moment d'éveil, un moment déclic, parce que là, je passais du gars qui se faisait agacer dans la cour d'école parce que, bon, le pingouin, le pirate, la jambe de bois, à holy shit, lui, c'est le gars qui fait de la skateboard avec une jambe. Le respect des jeunes, des jeunes de mon âge. Même ceux qui te niaisaient? Ah, même ceux qui me niaisaient voulaient être mes amis, là. T'as vu qu'ils ont changé l'attitude? Complètement. Mais tu aurais pu aller dans une école spécialisée parce que quand tu vas dans une école au régulier, je vais te dire pourquoi. Parce que quand tu arrives dans une école spécialisée, tu es entouré de gens tous différents, avec tous des handicaps. Tu aurais pu, et là, évidemment, le regard n'est plus le même parce que toi, tu as un problème, mettons, tu as un handicap, une limitation physique. Il y en a d'autres, ça peut être intellectuel, l'autre, c'est psychique, l'autre, c'est ci, c'est ça. Donc, finalement, vous êtes tous des pas pareils. Donc, tu sais, tandis que là, tu t'en vas au régulier. Mais t'as sorti grandi. Tu sais, que t'aurais pu y aller. Ah, OK, fuck it, je m'en vais dans une école spécialisée puis je me ferais pécœurer. J'aurais pu, mais avec les parents que j'avais, eux, c'était comme non, tu vas être comme tout le monde, tu vas te débrouiller comme tout le monde, tu vas faire tout ce que tu as envie de faire comme tout le monde, tu vas le faire différemment, mais tu vas quand même réussir à le faire pareil. Puis moi, ça a toujours été ça. Puis tu sais, rendu à l'âge adulte, tu réalises que les limitations les plus limitantes sont pas physiques, là. Sont ici au niveau de notre mindset puis émotionnel. Exact. Fait qu'on est tous, à quelque part, pareils. On vit tous à un moment donné quelque chose, une limitation quelconque qui nous empêche d'avancer dans la vie comme on voudrait. Puis moi, j'appelle ça des béquilles invisibles. Ben oui. Fait qu'à un moment donné, je me dis, moi, j'ai fait le parcours que j'avais à faire. Puis tu sais quoi, d'avoir fait le parcours
où ce que ça a nécessité, un petit peu plus d'effort, un peu plus de persévérance, un peu plus de résilience, un peu plus de courage pour faire les choses différemment, aller au-delà de cette limitation-là. Ça a fait que c'est qui je suis aujourd'hui. Là, c'est que clair j'ai cette force mentale-là aujourd'hui. Non, puis c'est clair que ça doit être ton message dans tes conférences. Ah ben oui. Tu sais, quand tu dis des béquilles invisibles, moi, c'est drôle, c'est un slogan que je dis aux défis sportifs Altergo. Je dis, on a tous des limitations. Il y en a qui sont juste plus visibles, c'est tout. Il y en a qui sont invisibles, il y en a qui sont visibles. Exactement. Il y en a. Puis, tu sais, au défi sportif, c'est ça. C'est le festival de la limitation du handicap. C'est vrai. Au défi de toutes les limitations. Oui, parce que c'est plusieurs. Parce que le défi sportif, c'est Alter Ego, c'est Altergo. ça? C'est plusieurs sports, je pense. Hein? J'ai vu, il y avait le hockey sur luge. C'est là que quand j'ai vu que tu étais là. Puis je savais même pas que tu étais porte-parole de ça, puis tu étais impliqué là-dedans. Puis j'étais comme, oh my God, je fais du hockey sur luge, c'est le fun, tu sais. Fait que bravo pour ça, parce que puis ça a pris, je trouve que dans les dernières années, on en parle plus. Ouais. Les gens qui sont impliqués dans ces défis-là sportifs, puis dans les para-hockey à travers le Québec, honnêtement, ils font un travail incroyable parce que pour vrai, moi je trippe quand que je participe au hockey. On fait des matchs, on gagne des games, je trippe comme parce que j'aime le sport et tout ça, mais j'en vois d'autres dans mes coéquipiers que c'est un épanouissement personnel total parce qu'ils ont plus de limitations que moi. Fait que d'être capable de s'épanouir là-dedans, c'est incroyable de voir ça. Pour ces gens-là, c'est pas nécessaire même d'aller aux Jeux paralympiques pour se donner une estime puis un épanouissement. Peut-être que toi, tu te vois aller encore plus loin. Good. Tant mieux, puis pousse-le ce rêve-là. Mais il y en a d'autres, juste le fait de briser l'isolement, de sortir de chez eux, d'aller jouer au hockey, au para-hockey, que ça peut être au basket en fauteuil, au boccia, peu importe, c'est que tu te donnes du plaisir parce que oui, tu as une différence, tu es entouré d'autres personnes qui ont des handicaps, qui ont des limitations, mais tu te donnes aussi une raison d'être, une raison de vivre. Regarde, moi aussi, j'ai droit à avoir du plaisir, moi aussi, j'ai droit au bonheur. Moi aussi, je suis capable. Moi aussi, je suis capable de compétitionner. Félix Morin, je vais te citer la phrase de mon chum Félix Morin qui a une paralysie cérébrale, puis celle-là, ça va te faire sourire. Je te donne la permission de l'utiliser, ça vient de lui. Excellent. Il dit, lui, là, il a une paralysie cérébrale, puis lui, il dit... moi, je ne suis pas handicapé, je suis handicapable. Je l'aime. Je suis handicapable, j'adore. Je suis handicapable. Et c'est ce que j'aime de tes parents. Et c'est ce que j'aime de mon chum Jean-François, qui a un fils qui a une trisomie 21. On est allé au Pérou ensemble, on a fait le défi Pérou. Oui, parce que tu es impliqué là-dedans aussi, trisomie 21. Exactement, aussi. je suis toujours impliqué avec le défi puis toute la gang de limitations qu'il y a au défi sportif. Mais Jean-François Martin disait que mon fils, qui a une trisomie 21, il a appris à faire les choses à sa façon. Il n'ira peut-être pas aussi vite que toi, mais il va le faire. C'était un des messages. C'était un message qu'on voulait livrer avec notre film. On en a fait un documentaire, Défi Pérou. Trisomie 21, le Défi Pérou, le titre exact. Puis on voulait montrer à quel point que des gens qui ont des limitations sont capables de faire, sont handicapables. Ils vont peut-être pas le faire à la vitesse, de la façon que toi, tu serais capable de le faire. Ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais ils vont le faire. Oui. Puis tu sais, si ceux qui sont, entre guillemets, normales, qui n'ont pas de différence physique, qui n'ont pas de limitation, s'ils se mettaient dans leurs conditions à eux, lequel des deux gagnerait la compétition? Tu sais, ils le font à leur manière, mais c'est... Puis tu sais, moi, je le dis souvent, c'est même pas le résultat qui compte. Tu sais, tu vas parler avec tous ces gens-là qui vivent en situation de différence physique ou psychologique, puis quand ils font ce qu'ils ont à faire, ils réussissent à le faire différemment des autres. Tu vas leur demander qu'est-ce qu'ils ont aimé, sont fiers de quoi, qu'est-ce qui les a fait triper. C'est même pas le résultat, c'est d'avoir participé, puis d'avoir progressé, puis d'avoir été capable de le faire jusqu'au bout. Tu sais, c'est la progression qui compte, c'est ce que tu apprends dans la manière de le faire, puis ce que ça te donne en dedans. Tu sais, c'est pas la médaille là, qui fait le changement dans ta vie. Là. C'est tout le reste autour. C'est tout ce qui se passe en dedans, à l'intérieur. Tu sais. Puis tu vois, pour revenir, puis je fais du pouce là-dessus, pour revenir sur notre documentaire, le Défi Pérou, tu sais, c'est là que le concept du film, là, puis le concept du projet de Jean-François, qui est professeur au Cégep du Vieux, c'était de jumeler une personne qui a une trisomie 21 avec un jeune ou une jeune qui est un intervenant en devenir, qui est en train de faire sa technique c'est le fun. En éducation spécialisée. Et pendant 2 semaines, ces dyades-là, ces duos-là étaient ensemble non-stop 24 heures sur 24 pendant 2 semaines. Donc,
Je peux juste te dire que si tu regardes le film, tu vas réaliser qu'en deuxième partie du film, dans la partie où on est en immersion, on vit dans des villages isolés, il n'y a personne qui parle anglais, français là-dedans, et à peine même l'espagnol, parce que c'est des dialectes. On est au Pérou. Et la personne qui s'est le plus adaptée, c'était la personne qui avait une trisomie 21. Imagine. Parce qu'elle est dans l'instant présent. Puis, on dort à terre, on dort à terre. Ah, on mange du cochon d'Inde, on mange du cochon d'Inde. Puis pourquoi, selon toi? Moi, je pense que c'est les maîtres du moment présent. Effectivement. Je pense que nous, on est habités d'un ego parfois qui nous joue des tours. Oui, ça c'est vrai. Puis ce que j'ai pu observer avec mes années au défi sportif, c'est que les maîtres du moment présent, entre autres ceux qui ont une trisomie 21, ils vivent tout dans l'instant présent. Alors, s'ils ont peur, ils ont peur. Ouais. Ils vont vivre leur peur, puis après ça, ils n'ont plus peur. Ils sont déjà ailleurs. Ils ne restent pas dans leur mindset négatif, puis de peur, puis c'est fini. Oui, cette capacité de, en tout cas, les 6 qu'on a vus, cette capacité de s'adapter à l'instant présent était extraordinaire. Il n'y avait pas cette espèce d'appréhension, cette angoisse, cette anticipation de ce qui s'en venait. Oui, je te vais donner un exemple. Simone, elle avait le vertige. Alors, quand elle marchait, là, puis on est sur le bord des précipices, là, elle pleurait sa vie. Là. J'ai le vertige, moi, je fais juste imaginer. Oui, mais toi, tu l'imagines. Elle l'imaginait pas. Elle le vivait quand c'était là. C'est le moment. Elle criait, elle pleurait quand c'était là, et on l'a accompagnée à passer à travers. Puis une fois qu'elle avait passé à travers, elle était super fière d'elle. Et là, déjà, elle avait moins peur. Ouais. Mais elle a vécu sa peur. Mais elle n'était pas là pendant 4 jours. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais marcher. Il va relever dans ma gauche. Elle n'a pas, en bon français, guillemets, elle n'a pas scrappé ses journées avant parce qu'elle était trop dans l'anticipation de la peur. Eux autres, ils n'ont pas peur d'avoir peur. Non. Parce que nous, on peut être bons dedans. Nous autres, on est très bons là-dedans. Puis je rajouterais à ce que tu as dit aussi, qui est vivre le moment présent. Je pense qu'aussi, ils ont développer une excellente capacité d'adaptation. Ouais. Aussi, ces gens-là. Fait que c'est sûr que ça... Des beaux modèles. Oui, vraiment, vraiment. Humains d'exception. Oui, des humains. Ça t'en ferait des pas pires invités. Ben, écoute, je suis en train de... Là, tu m'as donné des scoops, là, mais je suis en train de travailler quelque chose avec un organisme qui est en Outaouais, qui vont partir un café pour les autistes. Donc, c'est un café, ils vont appeler ça le café autiste. Puis ce n'est que des autistes qui vont travailler là-dedans. Je suis en train de travailler quelque chose là-dedans parce que ça me touche beaucoup parce que mon meilleur ami dans la vie, son gars, il est autiste. OK. Fait que quand ils m'ont approché, ils disent, on peut-tu faire quelque chose avec toi? Tout ça, je dis, oh my God. Bon. Direct, tu parles à Patricia Paquin, toi? Direct au cœur, oui. Tu sais qu'elle a un restaurant. Oui, je sais. Ils m'en ont parlé justement. Ceux qui font ce café-là, ils l'ont rencontré, évidemment, pour avoir du coaching. Ils ont un projet similaire au tien qui roule depuis un petit c'est pas mon projet. C'est juste qu'on m'a approché pour que je puisse être porte-parole, genre, puis comme faire peut-être une conférence à un moment donné. Une levée de fonds, exactement. Bon. Puis j'aime bien ça, moi. Puis toi, tu es vraiment, écoute... J'hésite entre le mot entre expert ou leader ou modèle pour tout ce qui est l'implication, l'engagement, la générosité, t'es impliqué dans plein de causes. Écoute, tu l'as dit, hein, t'as trisomie, t'as fait aussi toute l'itinérance face à la rue. Ça aussi, c'est un sujet qui est assez... qu'il faut en parler plus, puis qui est beaucoup plus présent qu'on pense. Monsieur, madame, tout le monde là, le réalise pas. Le réalise pas tant. Pourtant, on a juste à se promener dans certaines rues, puis on le voit. La toxicomanie aussi. J'ai vu les centres, le Grand Chemin. Tu t'es impliqué là-dedans aussi. Fait que tu as fait des documentaires aussi, évidemment, avec, tu l'as dit, le Trisomie 21, la fin de mois, face à la rue. Moi, j'ai envie de te demander une question dans tout ce qui est cette... c'est une passion. Tu sais, on voit que c'est une passion pour toi, tu sais, de t'impliquer dans ces choses-là, la générosité, t'engager, puis tu le fais pas à moitié. Je veux dire, ça paraît que tu es impliqué. C'est pas juste quelqu'un qui aime arriver devant la caméra, puis hey, je m'implique. Non, toi, tu es dans la rue, tu es avec le monde. Est-ce que, à un moment donné... C'est drôle comme question, puis je sais que tu vas me dire non, là, mais je veux t'entendre là-dessus. Tu deviens-tu tanné à un moment donné de faire ça? Ça devient-tu comme épuisant, lourd? Ça te gruge pas à un moment donné, tu sais, de dire, Colin, c'est... Parce que tu t'envoies sans dire que tu vois des horreurs, mais je veux dire, t'envoies des situations extrêmement difficiles, t'en as vu plein, t'en vois encore. Comment tu deals avec ça pour pas que ça t'atteigne trop psychologiquement, mentalement, émotionnellement? C'est pas lourd. Si c'était lourd, je le ferais pas.
c'est clair. Je ne suis pas masochiste à ce point-là. J'aime pas souffrir, je n'aime pas m'auto-infliger de la souffrance. Quand ça file pas, je pleure, j'exprime mes émotions. Mais j'ai compris quelque chose il y a très longtemps et c'était tu parlais tantôt d'un game changer, c'était un moment d'éveil dans ma vie, de ne pas prendre personnel la souffrance de l'autre. Ah, j'aime ça. De ne pas prendre personnel... C'est le risque des fois pour certaines personnes. T'sais, s'ils n'ont pas eu cet éveil-là, cette prise de conscience-là, ça peut être un risque. Peut-être. Puis je l'ai fait plus jeune, j'étais pas capable de mettre mes limites. Mais pour moi, ça a été quand même un moment important dans ma vie, plus jeune, de comprendre que, tu sais, la personne qui souffre et qui demande de l'aide, j'ai pas à faire la thérapie à sa place. J'ai pas même à aller la reconduire de force pour qu'elle aille se faire soigner. Mais je peux lui indiquer le chemin. Je peux lui donner le numéro de téléphone d'un bon intervenant, d'une bonne ressource. Je peux lui dire, appelle ma soeur, c'est la directrice générale de la Maison Jean Lapointe. Elle va t'aider. Tu sais, alors, à ce moment-là, tu m'as passé le ballon. J'ai pris le ballon. Je dis, attends une minute. Attends, on le lance là. Ouais. Va jouer avec cette personne-là. C'est pas moi qui prends la responsabilité de sauver. De guérison je ne suis pas, et de le sauver. T'es pas un sauveur, t'es un guide. Je suis j'allais dire un intermédiaire. Okay. Ou un guide, mais en même temps, tantôt, tu as dit expert, t'es professionnel, t'es ci, t'es ça, Non, je suis pas ça, je suis un passionné de l'humain. Ouais. Je suis un passionné de l'humain dans sa souffrance, dans sa noirceur et dans sa lumière. Et quand tu regardes les gens qui s'épuisent, parce que ça peut arriver, on va vivre de l'épuisement de compassion, particulièrement les gens qui œuvrent dans le milieu de la santé. Puis il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer. Le surmenage, on manque d'employés, on manque de ressources, et les gens, malheureusement, n'arrivent plus à exercer le métier tel qu'ils l'ont conçu, tel qu'ils l'ont déjà fait aussi. Parce qu'on a déjà connu des préposés, des infirmiers, des médecins, des physios qui travaillaient dans un milieu où, ben regarde, on travaille 40-50 heures semaine, mais on a le temps de décrocher, puis on ne nous force pas à faire du temps double puis du temps supplémentaire. À un moment donné, moi, mon équilibre, là, on ne me force jamais à bénévoler. J'ai jamais été forcé. Je le fais sur une base volontaire, quel que soit le bénévolat que je fais, que je prenne la main d'une personne qui est en fin de vie, que je serve un repas à la Maison du Père ou à la Mission Bon Accueil ou que je donne des médailles aux défis sportifs, jamais, je ne suis forcé. Donc, c'est un geste volontaire dans lequel je ressors toujours plus riche. Toujours. Alors, c'est sûr. Comment veux-tu que je m'épuise? Non. C'est impossible. Je peux pas être épuisé. Puis tu le fais avec passion aussi. Oui, mais je me ferais violence si je ne le faisais pas. Ouais. Parce que là, je serais à l'encontre d'un élan intérieur qui est tellement fort, qui est celui de tendre la main, qui est celui d'aimer sans juger, qui est celui d'aider. Ça vient naturellement en moi. Et si tu m'empêchais de le faire, là, je souffrirais. Oui, je comprends. T'as-tu toujours été comme ça? C'est ma nature. Ça a toujours été comme ça? Ça a toujours été ça. Je suis un hypersensible. J'ai hérité de l'hypersensibilité de mes parents. Puis je pense que, tu sais, tu le sais probablement mieux que moi parce que tu es né avec une différence physiologique. Alors ça vient avec du jugement de la part des autres. Ça vient avec des malaises. Tu dois être un professionnel pour décoder les gens à qui tu tends la main. Puis il dit, oh, lui, il m'a pas vu venir. Là, il voit qu'il me regarde, puis il me scanne. Non seulement je suis un professionnel pour le décoder, mais je suis un professionnel aussi maintenant pour le désamorcer. Totalement. Ça, c'est génial. Totalement. Puis le meilleur truc, c'est l'humour. Oui. Moi, j'ai fait beaucoup d'autodérision, d'humour autodérision. Autant dans mes conférences que n'importe qui je vais rencontrer. Et des fois, j'aime ça créer. C'est moi, dans le fond, des fois, qui crée le malaise juste pour casser la glace puis rendre ça humoriste. Après ça, là, écoute, il n'y a plus de malaise. Là. On en parle. On le voit même plus. Là. Non, c'est ça. On le voit plus, le handicap, parce que on est concentré sur l'humain, sur l'âme de la personne, sur ta personnalité et non pas sur ta différence physiologique. Exactement. Donc, c'est ce que j'allais te dire. Tu sais, tout ton vécu, ton bagage, c'est venu avec une charge de souffrance. Ouais. Tu l'as dit à 14 ans que tu as souffert. Ouais. Ben moi aussi, j'en ai eu des périodes de souffrance, des idées noires, des idées suicidaires, des deuils, des peines, des rejets. Alors, tout ça, tout mon vécu de misère et de souffrance, pour moi, c'est des outils pour rentrer en contact avec l'autre qui souffre.
Et ça, de la souffrance, il y en a 360 degrés autour de toi. Tu n'as pas besoin d'aller voir un film dramatique. Il y en a plein de scènes autour de toi. Donc, quand on regarde les gens autour de soi, puis qu'on s'informe, puis qu'on s'intéresse à eux, et qu'on écoute notre petite voix à l'intérieur, puis qui nous dit « Oui, je pense qu'il ne file pas, lui. Ben, là, tu l'as observé, tu l'as senti, ben va valider. Va lui poser. Oui, exact. Tu sais, des fois, on a certaines, en tout cas, moi, plus maintenant, parce que je l'ai appris ça, mais tu sais, des fois, on a comme un malaise d'aller poser la question, justement. Et je le vois que ça va pas. Comme, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Comment je peux t'aider? C'est comme si on a... c'est encore pas que c'est tabou, là, mais tu sais, c'est comme si les gens ont un malaise encore de vouloir approcher la personne. Ça des amis, ça peut être des collègues de travail, ça peut être même ton conjointe. T'es comme, tu sais pas trop comment aborder ça. T'as-tu un conseil, mettons, là-dessus? Une façon de... Y a-tu une question, une bonne question? Y a-tu une approche qui est meilleure qu'une autre, qui va rendre l'autre à l'aise? Ben, il y a plein de réponses que je peux t'offrir, mais ce que je peux te dire, tout simplement, c'est que si tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a une personne qui ne file pas, demande-lui, est-ce que ça va? Tout simplement. Est-ce que ça va? Puis si la personne te dit oui, OK, correct, mais je voulais juste valider. Tu sais, je pensais que ça filait pas, mais tant mieux, ça va pas. Alors, ce que tu viens de créer, c'est que tu viens de créer dans sa tête une ouverture que si ça va pas, t'es là. Et que peut-être que sur le coup, ça va pas. Mais elle n'est peut-être pas prête à en parler. C'est vrai. Ou on n'est peut-être pas dans un environnement pour en parler. Mettons au gym. Moi, je vois les mêmes gangs la personne, à tous les matins. La personne, elle va pas s'ouvrir peut-être pas là. 2 squats, là. Mais peut-être qu'elle va me texter plus tard dans la journée pour me dire, ben t'as raison, je fais le pas. Ouais. Merci de l'avoir demandé. Merci de l'avoir demandé. Peux-tu jaser? Ben, c'est ça. Donc, si tu sens à l'intérieur de ton âme, de ton cœur, qu'il y a quelque chose qui ne va pas autour de toi, va valider. Va demander. J'aime ça. Puis, il n'y a pas de technique miracle, il y a juste ça va dessus. Ouais. J'adore ça. J'ai lu, puis qu'à un moment donné, tu es passé à 2 doigts de faire une faillite. Puis de vivre carrément dans la rue. Ouais. Est-ce que, j'imagine, c'est avant que tu t'impliques auprès des itinérants puis que tu fasses tout ça? Je suis curieux, tu sais, de savoir comment, qu'est-ce qui est arrivé, comment tu t'es rendu là, puis aussi comment tu t'en es sorti, tu sais. Mais c'est que ça arrive pas du jour au lendemain. C'est un peu comme genre, si on avait à regarder un épisode noir d'une dépression que tu as eue ou j'ai eue, c'est pas arrivé du jour au lendemain une dépression. Non. La faillite ou une situation de grande pauvreté ou d'être serré financièrement, ça arrive pas du jour au lendemain. Et c'est pas bien compliqué, c'est de la mathématique. Je veux dire, ce que ça te coûte pour vivre puis les revenus pour vivre. Ouais. Si tes revenus sont en dessous de ce que ça te coûte, bien là, tu empruntes pour monter là. Exact. À un moment donné, ben les emprunts diminuent, puis là, ben il n'y a toujours pas plus de revenus. Ben là, il faut accoter pour ton niveau de vie, même s'il est très, très, très bas. Tu sais, parlez-en à ceux qui reçoivent de l'aide de dernier recours, de l'aide sociale, puis qui reçoivent 6, 7, 800 par mois. Puis déjà, essaie de te trouver un loyer, toi. C'est impossible. C'est impossible. Ça prend un loyer, un HLM ou une providence ou une chance énorme. Mais ce que je peux te dire, c'est que c'était des années et à chaque année, ça s'accumulait et le négatif augmentait au niveau financier. Et à un moment donné, tu te dis, mais là, ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, puis, et je n'étais pas dépourvu de ressources à ce moment-là. J'en ai parlé à un de mes amis, puis il m'a dit, Jean... il s'appelle Jean, qui est un grand comptable, puis il m'avait dit, regarde, présentement, là, essaie d'accoter ta marge de crédit. C'est sûr que ça te coûte des intérêts, mais déclare pas faillite pour ça, là. Okay. Fais confiance, puis, regarde, t'es trop une bonne personne pour qu'à un moment donné, ça ne déclique pas, ça marche pas. Et j'avais déjà amorcé depuis plusieurs années, je fais du bénévolat depuis 25-30 ans, mais... j'avais découvert des ressources en itinérance. Donc, je connaissais déjà le milieu de l'itinérance pour servir de repas à la mission Bon Accueil, puis à l'accueil Bonneau, tout ça. Puis, et j'aimais beaucoup le contact que j'avais avec certaines personnes que je rencontrais. Cette communauté-là, ces gens-là. Oui, puis les intervenants, puis les bénévoles, puis les gars qui allaient dans les ressources. Tu sais, il y a du Christy de beau monde que j'ai rencontré dans eux autres. Puis, à un moment donné, par le hasard, je rencontre un gars dans la rue qui m'a ouvert les yeux complètement, qui était au coin de Delorimier, Ontario, puis qui était à tous les jours. Il s'appelle Jaco Bandeau, son surnom Bandeau. Puis sa façon de me parler et la façon que je le regardais après avait changé parce que j'avais découvert d'où il venait, pourquoi il s'était ramassé dans la rue, qu'est-ce qui s'était passé,
pour qu'il perde tout puis qu'il se ramasse là-dedans. Puis quand tu écoutes son histoire, il y a eu de la violence, des viols, des abus, les enfants de Duplessis, des gens qui ont été placés. Il y a eu une vie de marde. Puis je me dis, moi, si j'avais eu cette vie de marde-là, est-ce que j'aurais passé au travers? Si oui, est-ce que j'aurais fait mieux que lui? Donc, lui, comment il survit à la rue? Lui, là, s'il y a une troisième guerre mondiale qui explose, là... C'est avec lui que tu veux être, là. Ben, si bol, il va te donner tous les trucs pour survivre. C'est clair. Pour vivre dans la rue, vivre dans les ruelles, puis comment survivre, comment manger, comment quêter, comment... Tu vois? Donc, ce gars-là, moi, il m'a ouvert les yeux, puis j'en ai parlé à Lynn Deneau, celle avec qui j'avais fait des projets à l'époque à Canal Vie. C'était une productrice, puis elle était la directrice des programmations. Et je lui ai proposé, j'aimerais ça faire une émission sur l'itinérance. OK, fait que c'est comme ça que c'est comme ça que c'est arrivé. Alors, c'est presque ironique de dire qu'un show sur l'itinérance m'a peut-être empêché de tout perdre, puis peut-être de me ramasser moi-même. Je dis pas que c'est ça qui m'a sauvé à 100%. Non, mais ça a été un facteur qui t'a aidé à te relever de ça. Clairement. Tu sais, du jour au lendemain, je fais une émission de télé, je fais une coupe de piastres, puis là, on me voit à la télé dans une série qui remporte un immense succès. Bien, le succès apporte le succès, encourage le succès, puis d'un fil en aiguille, bien, j'ai recommencé à faire des conférences, j'ai fait d'autres émissions de télé. Donc, c'est ça, je suis extrêmement reconnaissant. Puis en plus, j'ai gagné un prix Gémeaux. J'avais jamais gagné un prix dans toute ma vie. Donc, en plus, sur soi, une récompense qui vient de tes pairs, qui vient de ton milieu. C'est quelque chose. Hein. Oui, ça m'a fait vraiment... ça a dû te faire du bien. Ça a dû te convaincre que, non, OK, il y a encore du beau, du bon qui s'en vient pour moi. Puis pas fini. Au début, avant qu'on paye sur le piton pour commencer à enregistrer, on jasait un peu avant, puis on parlait du karma. Ouais. Tu disais que, tu sais, puis moi, j'avais eu le réflexe. Karma, pour moi, c'est comme, c'est ça, c'est négatif dans le sens que si tu fais des mauvaises actions, ben c'est ça va. Puis que toi, ton handicap, tu vas attirer. Oui, tu vas dire, c'est comme le karma. Puis je dis, ben non, là, moi, je vois ça comme quelque chose de positif, là, je veux dire. Il dit, puis là, Jean-Marie me dit, mais non, mais le karma, c'est pas nécessairement juste négatif, c'est positif. Fait puis tu m'apprends ça que quand tu as fait. Dans le fond, quand tu faisais le documentaire Face à la rue, t'étais en situation précaire, financière, puis tout ça. À côté. On pensait pas ça. Wow. Non, puis de toute façon, j'ai compris que nos épreuves, nos souffrances, nos deuils, nos périodes noires, ce sont des clés qui te permettent de rentrer à la rencontre de l'autre puis d'ouvrir le cœur de l'autre. Tout ce que tu as vécu de plus difficile dans ta vie un jour, ça peut servir. Ah oui, ça peut aider. Donc, j'aurais jamais pu animer l'émission Face à la rue si j'avais pas connu l'alcoolisme, mes parents, mes propres problèmes de dépendance, mes troubles alimentaires, mes idées noires, mes problèmes financiers. Tout ça m'a aidé à comprendre l'être humain que j'avais devant moi ou à ressentir sa détresse. Donc, c'est peut-être pour ça que j'en ai arraché pendant des années pour mieux animer par la suite, tu sais. Puis tu sais, le karma, c'était-tu mon karma? Peut-être, mais tu sais, le karma, tu sais, on disait tantôt... Non, mais ce que je veux dire, c'est que le karma, il était positif de faire cette émission-là. Complètement. La vie te l'a redonné après. Mais même les épreuves... Tu as eu des conférences après, c'est revenu, puis... Mais même les épreuves qui ont précédé, c'est pas du négatif. Tu sais, Viktor Frankl a dit qu'on pouvait survivre à toutes les souffrances pourvu qu'on y trouve un sens. Oui. Ben toi, là... Tu l'incarnes, ça. Tu as trouvé un sens à tes limitations. Totalement. Tu gagnes ta vie. Encore plus dans les... Parce que tu dis, quand tu parles de souffrance, tu parles d'épreuves, puis que ça change. Ça peut nous aider. Moi, j'aurais juste qu'à dire qu'il faut que ça nous aide. Il faut trouver le moyen tout le temps dans la souffrance, dans l'épreuve, que je le comprends pas là. Mais à un moment donné, je vais pouvoir me servir de cette expérience-là. Puis moi, malgré... tu as parlé de bouts de tough, puis comment tu as dit ça, des moments noirs. Ouais. Moi, malgré tout, on a parlé tantôt, j'ai eu des parents exceptionnels, moi, qui m'ont, c'était des coachs là, de développement personnel sans le savoir, eux autres, là, parce qu'ils m'ont appris comme des principes comme la persévérance, l'acceptation de soi en premier, la confiance en soi, l'estime de soi, la persévérance, la résilience, tout ça, d'être capable de tout faire ce que je veux, malgré ça. Mais malgré toute cette éducation-là, puis c'était dans mon ADN, là, quasiment, là, d'être capable d'avoir confiance, d'avoir une bonne estime. Bien,
à 40 ans, j'ai quand même frappé un mur et j'ai fait un burn-out. Ouais. J'étais pas bien nulle part. J'étais pas bien chez nous. J'étais pas bien dans ma job. J'étais plus le gars que j'avais toujours été. Puis je ne comprenais pas pantoute ce qui m'arrivait. Hey, moi, le persévérant, le gars qui a peur de rien puis qui fait tout ce qu'il peut, qui fait tout ce qu'il veut malgré une limitation, comment ça fait que là, ça se passait ici, ça se passait ici. J'arrivais pas à comprendre. Puis pourquoi je te parle de ça? Parce que tu as parlé de trouver un sens. Ouais. Après que je me suis sorti de ça, puis que j'ai fait ce que j'avais à faire, me sortir de ça, c'est là qu'est devenu tout le besoin de faire un impact, de me servir. J'écoute, je suis pas né comme ça, puis je viens pas de vivre ça, moi, à 40 ans, cette période-là, sans que ça m'apprenne quelque chose, puis que je puisse le mettre, pas au profit, là, mais le mettre au service, merci, c'est le bon mot, le mettre au service des autres. Ben oui. Puis la façon que j'ai trouvé, c'est les conférences parce que, bon, c'est quelque chose qui m'attirait. Je trouvais ça le fun. Je trouvais que c'était une belle façon de pouvoir connecter avec des humains puis d'avoir un impact sur les autres. La dose d'amour que tu reçois quand tu es sur une scène puis les gens t'applaudissent. C'est très valorisant. C'est très... puis écoute, j'ai commencé dans les écoles. J'en fais encore d'ailleurs dans les écoles. Puis la première conférence que je fais, première expérience de conférence, c'est une ancienne, une amie qui était, on est allé au tabarouette, reprends tes mots, Benoît, mets des voyelles, ça va aider. On était à l'école secondaire ensemble. Ouais. Et elle, à cette époque-là, je ne sais pas si elle l'est encore, mais à ce moment-là, elle était enseignante au secondaire. Okay. Elle dit, c'est la semaine de la persévérance. En février, c'est toujours la semaine de la persévérance. D'habitude, on fait venir des athlètes, des sortes de monde qui ont gagné des médailles, des ci. Mais elle dit, là, on a envie d'avoir une vraie discussion avec les élèves, de quelqu'un qui est une vraie personne, quelque chose de plus humain, de plus authentique, de plus autre que le sport, mettons. On va le dire comme ça. Puis elle dit, moi, quand on parle de persévérance, Benoît, je pense à toi tout de suite. T'es comme l'exemple de persévérance pour moi. Je suis comme, my God, OK, moi, je voyais pas ça. Là. Merci. Viendrais-tu faire un petit bout, on va se faire un genre d'entrevue, je vais te poser des questions, tu vas nous raconter ton parcours un peu au travers de ça. Je pense que ça va vraiment inspirer les jeunes. Je dis, parfait, pas de trouble. Elle voulait faire ça avec sa classe. Parfait, pas trop stressant. Elle dit, prépare rien, là. Elle dit, je peux même t'envoyer des questions en avance si tu veux. Je dis, fais donc ça. Elle m'envoie les questions, je me prépare à quelque chose. Finalement, ça est allé plus naturel que de juste répondre aux questions. Et là, j'arrive là, puis elle me dit, écoute, je voulais pas te rendre nerveux au début, mais c'est pas juste ma classe, c'est tout le 3e cycle. On est dans l'auditorium, puis ça va être le fun. Écoute, là, même si j'ai pas 2 genoux, là, les deux genoux me claquaient. Écoute, ça a tellement bien été, puis quand j'ai fini, le déclic que j'ai eu, j'ai fait comme, oh là, je tiens quelque chose. Ben oui. Là, je tiens quelque chose. Puis là, les directeurs, ils me disaient, non, on n'a jamais vu autant d'élèves réunis dans la même place pendant aussi longtemps, 1 heure, pas un son. Puis d'être attentif. Puis à les yeux même. Puis, mais ça, c'est rien comparé à quand je suis sorti, puis qu'il y a un élève qui m'a accroché, puis il a dit, merci d'être venu nous dire ce que tu nous as dit. Parce que moi, j'étais rendu à avoir peur de venir à l'école à cause que je me fais agacer, je me fais intimider. Puis ton histoire, puis ta force, puis ta persévérance, puis tout ça, là, ça me redonne le goût d'aller à l'école puis de faire face à tout ça. Ça ressemble à ton histoire, hein? Et wow! Tu dis, écoute, j'ai encore des frissons quand je le raconte, puis ce moment-là, je te retournais dans mon auto, je pense que j'ai été 1 demi-heure avant de repartir du stationnement de l'école pour redescendre du nuage de l'événement vraiment sharp que je venais de vivre, du déclic que hey, je pourrais peut-être faire ça dans la vie, parce que là, je me cherchais beaucoup dans ce temps-là, professionnellement aussi surtout, et ce que je venais de vivre avec l'élève, j'ai fait comme, OK, fait que je peux contribuer à ma façon, je peux faire un impact auprès des autres à ma façon, en ne faisant que parler de mon parcours puis de ce que j'ai appris à travers mon parcours. Fait que trouver un sens, c'est... À nos souffrances. Dans nos souffrances, exact. Tellement. Victor Frankl. Tellement important. Tu sais qui? Il a quand même, lui, survécu au camp de concentration de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un psychiatre d'origine juive qui, lui, a été interné. Il a perdu quasiment... survécu à ça, il est devenu psychiatre, puis wow. Ouais. Puis c'est un contemporain de tout ce qui s'appelait de Jung et Freud. Et lui, il a changé sa façon de pratiquer. Et cet événement-là dans sa vie l'a changé à jamais, mais quand ça vient de lui... Alors, si lui, il dit que tu peux survivre à toutes les souffrances pourvu que tu y trouves un sens... On peut tous trouver un sens à nos souffrances. On a tous la capacité de le faire. Totalement.
Je t'amène sur un autre sujet. Je regarde le temps passer, ça va vite, hein? Ça va vite en temps, ouais, c'est ça, je te dis, c'est comme... ouais. Moi, je ferais toute l'après-midi avec toi. Ça roule, ma poule. Ouais, let's go. Écoute, tu parles, de moments tough dans la vie, des souffrances et tout ça, puis écoute, j'ai vu je sais que tu en as parlé beaucoup quand même au podcast de Marie-Pierre Morin, fait que je veux pas qu'on se répète, mais le décès de ta mère, qui est décédée de l'alcool. Ouais. Puis t'étais pas vieux, t'avais quoi, 24 ans, je pense, à peu 26. près? 26 ans. Ouais. La question que tout le monde poserait, c'est bon, comment t'as vécu ça, puis tout ça. Moi j'ai envie de te demander, c'est quoi l'impact que ça a eu, ça, dans ta vie, par la suite des années qui ont suivi, puis aussi aujourd'hui? Moi, j'aime l'expression « cadeau mal emballé ». C'est probablement le plus puissant des cadeaux mal emballés que j'ai reçus. Ah oui, hein? Oui, parce que on dirait que à ce moment-là, à 26 ans, tu sais que la mort existe. Tu as déjà perdu des grands-parents, tu as peut-être perdu un animal de compagnie. Tu le sais que la mort fait partie de la vie. Mais en même temps, quand tu as 25, 26 ans, 20 ans, je veux dire, tu es jeune, puis la mort, c'est pour les vieux. T'sais. C'est clair. Tu penses pas que ça peut arriver à des gars et des filles de ton âge. Mais là, ça vient d'arriver en pleine face par la personne qui t'aime peut-être le plus au monde et que tu aimes le plus au monde, ta mère. Ouais. Tes parents, tu les aimes de façon inconditionnelle. Inconditionnelle. Et vice-versa. Alors là, tu viens de perdre un ancrage majeur de ta vie. Et à chaque fois que j'évoquais dans mon imaginaire la mort de mon père ou de ma mère, je voulais moi-même mourir et je repoussais de toutes mes forces cet événement-là qui allait tôt ou tard m'arriver. Tôt ou tard. Et là, c'est arrivé. Et là, ma mère est plus là. Et là, je suis sous le choc, probablement traumatisé par la mort et aussi par le vide que ça crée en moi. Je suis comme dans un état de survie. Je suis zombie, je suis sonné, je suis assommé. Puis tranquillement, pas vite, quand tu ressors de cette torpeur-là, que tu passes à travers les funérailles, tu reprends tranquillement, pas vite, possession de ta vie, il y a quelque chose en toi qui est vraiment présent, c'est OK, c'est arrivé, la mort arrive, pas toujours de la façon annoncée, et c'était brutal en moi, mais c'était un enseignement comme quoi, wow, mais là, man, ça arrive, là. Who's next? C'est-tu ton père? C'est-tu tes sœurs? C'est-tu toi? C'est-tu tes amis? C'est qui? Tu penses à d'autres proches de toi qui pourraient mourir. C'est toi, c'était ça et que ta mort aussi. aussi. Et ta mort aussi. Et ta même propre si mort. Juste 26 ans. Oui, mais en même temps, tu le sais. Tu regardes les journaux. Donc, à partir de ce moment-là, je n'ai plus vu la vie et la mort de la même façon. Là, j'étais conscient qu'il y avait une finalité quelque part qui m'attendait, moi, ou mes proches, ceux que j'aime. Donc là, il y a comme une quête de sens qui s'installe dans ta vie. Il y a des lectures que tu fais. Tu essaies de comprendre où est rendue ta mère, c'est quoi la réincarnation, est-ce que l'âme, ça existe. Là, tu te poses des questions existentielles, spirituelles, vraiment là, plus profondes. Et ça m'a amené à lire sur les soins palliatifs, sur le bouddhisme tibétain, sur la réincarnation. Et là, je me suis intéressé à ça au coton, au point d'en être maniaque. Là. Puis je lisais de plus en plus. Et plus je lisais, plus ça menait vers la méditation, plus ça me menait vers le bouddhisme. Ça te menait vers quelque chose de positif. Au lieu de te garder dans un état de, et ça me donnait des deuil, de déprime, c'est ça. Je le vivais, le deuil. Je vivais la peine, la souffrance, mais j'avais des outils pour mieux comprendre comment je me sentais, comment je vivais. Et je n'hésitais pas du tout à en parler autour de moi, de ma peine, du vide, de l'ennui. Ça a dû aider. C'est plus t'en parles. Écoute, moi, la plus belle citation là-dessus, c'est Guy Corneau qui l'a écrite. Il dit lorsque nous mettons des mots sur les mots, les 10 mots deviennent des maudits et cessent d'être maudits. Donc ça, là, c'est fascinant. C'est ça qu'on apprend en thérapie. J'adore. À exprimer nos émotions, à les ressentir pour commencer. Ressens tes émotions, puis à les dire. Exprime-les. Et là, ça va donner du sens. Donc ça, c'est ça que j'ai appris en thérapie. Donc, ça, pour moi, là, c'était majeur. Et la mort de ma mère m'a permis, par la suite, tranquillement, pas vite, d'aller prendre des cours
prendre des formations en soins palliatifs pour faire de l'accompagnement de fin de vie. Parce que tu voulais comme un peu aider des gens qui étaient... Tu sais, pourquoi mettons, tu es allé dans les soins palliatifs, tu sais? J'avais Tu peux aller vers la mort quand tu venais de vivre la mort de ta mère, tu sais? Ben, ça s'est pas fait dans les semaines qui ont suivi de faire du bénévolat en soins palliatifs, mais quelques années plus tard, après avoir fait des formations, après avoir lu là-dessus, j'ai eu un élan à l'intérieur de moi de « Hey, pourquoi tu irais pas accompagner des adolescents puis des enfants en fin de vie? » C'était vers eux que je voulais me diriger en premier. Et tout ce qui m'a mené vers ça... Ouais, c'était extraordinaire après. Oui, après, mais pendant, c'est que j'ai rencontré une jeune, Isabelle, qui est décédée à 19 ans. Pas aussi je l'avais noté, puis je n'en ai pas parlé tantôt. Quoi? Là, Joanna. C'est arrivé plus tard, ça, Joanna. Tard, hein? Oui, ça, c'est en 2014. Je reviens 2011. à ta mère. Quand c'est arrivé, ça, évidemment, tu sais, puis elle était jeune, je pense, là, quoi, 49? 49. Puis c'est à cause de l'alcool que ça s'est rendu là et tout ça. J'imagine qu'il y a plein de choses, tu sais, qui c'est venu se rajouter à ça. Est-ce que, tu sais, au début, est-ce que tu en as voulu, mettons, à ta mère, de savoir laisser aller là-dedans? Ah, ben oui. Parce qu'à ce moment-là, il me manque bien des éléments. Je suis encore trop jeune et immature. Mais c'est sûr que, égoïstement, ma mère est morte. Là, je m'ennuie de ma mère. Puis je me dis, Chris, maman, pourquoi t'es tombé dans le même panneau que papa? Je dis, lui, il a arrêté de boire. Pourquoi t'as pas été capable? Ton père était déjà alcoolique avant, puis il a arrêté. Puis là, c'est ta mère après qui est tombée là-dedans, sachant tout ce que ça avait causé. Mais ça, c'est de ne pas connaître la maladie pour s'exprimer comme ça. Je connaissais pas la maladie de la dépendance comme je la connais aujourd'hui. Évidemment. Alors, je me dis, il fallait finalement... C'est pas une question de paresse puis de pas avoir de bonne volonté. C'est que maman souffrait d'une maladie qui s'appelle la dépendance à travers l'alcoolisme et qui a pris possession de sa vie parce que c'est ça la maladie. Tu sais, on parle d'un cancer généralisé. On va-tu en vouloir à un gars ou une fille qui a le cancer généralisé? On va-tu lui dire « T'es donc bien épais d'avoir le cancer? » Tu sais, ben regarde, t'aurais pas pu te soigner avant que ça se ramasse partout? On dit jamais ça. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est vrai que la dépendance, que ce soit l'alcool, les drogues ou n'importe quelle autre dépendance, on juge ça. On dit, Colin, comment ça fait que tu t'es laissé aller là-dedans alors que c'est la même affaire qu'une maladie comme le cancer? C'est une maladie, mais c'est ça l'affaire, c'est que ça nous donne l'impression, parce que toi, mettons que tu n'as pas de misère avec l'alcool, tu es capable de prendre un verre de vin avec ta blonde le soir, puis tu fermes la bouteille, puis c'est réglé. C'est parce que tu n'as pas la fucking maladie. Non, c'est ça. Si tu l'avais, tu aurais de la misère à mettre le bouchon dessus, tu sais. C'est ça, puis t'en prendrais un autre. Ben oui, c'est ça. Alors, on n'en veut pas à quelqu'un qui a un cancer, il faudrait pas en vouloir à quelqu'un qui est alcoolique ou toxicomane. Ben non. Mais malheureusement, je suis d'accord. C'est ça. Ça nous a rentré dedans. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est ça aussi. Tu sais, quand je vois un gars dans la rue ou une fille qui quête au coin d'une rue, puis je la vois qui est éméchée, puis qui est dans un état second, c'est des pauvres chouettes. Tu sais, il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de la maladie qui l'a rendu là, tu sais. Puis il y a aussi la maladie mentale. Ça, c'est un autre podcast, là. Parce que... Il y en a dans... il y en a à raconter. Il y en a beaucoup à raconter tellement santé mentale, là. Tu as parlé d'accompagnement dans la fin de vie puis tout ça. Si je me trompe pas, je pense que tu as accompagné ton père aussi. Oui, dans les dernières années, jusqu'à la fin. On parle souvent de ton père en même temps qu'on parle de toi. C'est évidemment, je vous dis, c'est un grand homme aussi. Puis, on a le même nom. Puis vous avez le même nom. Puis est-ce que t'es... Moi, je me suis demandé à un moment donné, puis j'ai noté, j'y demande-tu ou j'y demande-tu pas? Ah ouais? T'es-tu tanné à un moment donné qu'on te parle de tout le temps de Jean Lapointe quand on te parle à toi parce que c'est ton père? Puis, tu sais, t'as-tu été à un moment donné dans ta vie de trouver ça plate d'être le fils de, mettons? Oui, plus jeune, oui. Okay. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, non, tu me poses la question aujourd'hui, je suis tanné. Non, parce que là, t'as la maturité, t'as la sagesse, t'as toute l'expérience de vie, mais plus jeune, ça arrive. Oui, parce que c'est normal, à un moment donné, on veut s'affranchir de ses parents, on veut pas être le petit gars de papa, le petit gars de maman, on veut être l'adulte, on veut être l'homme, on veut pas être dans l'ombre de quelqu'un. Puis qu'en même temps, tu réalises que lui, il avait sa vie, il avait son karma, puis moi, le mien, puis ma vie. Exact. Puis peut-être qu'aujourd'hui, tu sais, papa est décédé, ça fait quelques mois déjà, puis... Pour moi, de parler de mon père, c'est de le garder vivant. Donc, je ne serais jamais tanné de parler de mon père, de parler de son œuvre qui est La Maison Jean Lapointe, de ses œuvres qui sont ses chansons, ses numéros. C'est incroyable. Ses présences ma question au cinéma. était plus, tu sais, si à un moment donné, tu étais tanné de le fils de quand tu étais plus jeune. Oui, plus jeune, puis c'est normal. Ouais. Je pense que toute personne, c'est drôle parce que, tu sais, je fais un podcast moi aussi, puis j'ai reçu Sophie Lorrain
en entrevue. J'ai eu plein de personnalités dont les parents sont connus. Aussi connus. Puis on a ça en commun, c'est clair, mais en même temps, aujourd'hui, il y a une génération qui ne connaît pas du tout mon père. Là. C'est vraiment... Alors, tu sais, Jean-Marie je demande à mes enfants, je pense qu'ils ne savent même pas c'est qui. Là, ben, exactement, tu sais. Puis tu demandes à beaucoup de gens au Québec, tu sais, d'un certain âge, plus jeunes, qui connaissent très bien Sophie Lorrain, Denise Filiatro, ils ne la connaissent pas beaucoup. Il y en a qui connaissent les deux, puis ils ne savent même pas que c'est sa fille. Puis en plus, tout à fait. Non, mais parce qu'ils n'ont pas le même nom de famille, c'est à cause de ça, probablement aussi, mais je te dirais que pour moi, de parler de mon père, malheureusement, j'en parle au passé parce qu'il n'est plus avec nous. Mais de parler de mon père, c'est aussi de parler d'un homme qui avait des côtés sombres, des côtés lumineux, mais qui, malgré ses côtés sombres, en a fait quelque chose de lumineux. C'est surtout ça. Merveilleux ce que tu viens de dire. C'est ça qu'il faut garder en tête. Ce que tu viens de dire. Puis, il a trouvé un sens à sa souffrance et grâce à ça, il a créé une maison qui porte son nom et qui sauve des milliers de vies depuis 40 ans. C'est fabuleux, là. C'est fabuleux. C'est fabuleux, puis ça revient à ce que tu disais tantôt, tu sais. Lui aussi, il a trouvé à un moment donné un sens à sa souffrance, puis il a dit, je vais en faire quelque chose de magnifique, de lumineux, puis moi, là, je trouve ça magnifique, ça. Afin d'aider d'autres. Oui, puis tu as suivi ces traces-là, tu as été là-dedans toute ta vie. Puis t'en fasses toi aussi, tu sais, que je veux dire, c'est pas la même, t'as pas les mêmes, comment je dirais bien ça, t'as pas les mêmes, la même mission, puis les mêmes choses, mais t'as la même intention. Même intention, tu sais, vraiment. Là, la même intensité. Je pensais que t'allais dire le mot intensité, mais ça aussi, parce que papa, c'est un passionné. Intense. Moi aussi, je suis un gars intense, passionné, mais il y a une intention fondamentale qui est de faire du bien, de tendre la main avec tout ce que je suis, dans ma lumière comme dans ma noirceur. Oui, totalement. Juste pour que je l'ai enregistré sur le podcast, parce que quand tu as dit cette phrase-là, je me souviens pas où je l'ai entendu, je sais que tu l'as dit à plusieurs reprises. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. La citation de Mère Teresa que tu te l'es pas approprié, là, mais disons que c'est un beau mantra pour toi. Là. Tu la répètes souvent, puis moi, je la trouve tous les matins encore. Tous les matins en me levant. Tous les matins. Dis-la ou redis-la sur le podcast Humain d'exception. Bien, c'est une citation qui est associée à Mère Teresa, qui est devenue pour moi un hymne national ou probablement un mantra quotidien. Quand je me lève le matin, c'est que je me dirige vers la fenêtre. C'est la toute première chose que je fais. Et j'ouvre la fenêtre, je me prends une bonne puff d'air, un bon bol d'air, puis je me ferme les yeux, je regarde dehors. En fait, je regarde les yeux, puis je vais recommencer. Je regarde dehors, puis après ça, je ferme les yeux, puis je récite « Ne laisse personne qui vient à toi te quitter sans être meilleur et plus heureux. » Donc, c'est comme si ce matin-là, ainsi que tous les autres, je plantais une petite graine de bienveillance dans mon cœur comme intention qu'aujourd'hui, je m'efforce de ne laisser personne que je vais croiser qui va me quitter meilleur et plus heureux, sans être meilleur et plus heureux. Ça, c'est important. Wow. Ça, c'est un beau mantra. C'est vrai, vraiment beaucoup. C'est une belle façon de vivre. Je l'avais, honnêtement, je sais que après ça, j'ai fait des recherches là-dessus, puis c'était comme, wow, c'est vraiment une des célèbres, puis je l'avais même pas entendue, celle-là. Fait que je l'aime beaucoup aussi. Bon. Tu veux finir sur un punch? Il me reste encore quelques minutes, si tu me le permets. Oui, je vais finir sur un punch, évidemment. Mais pas sur un punch, mais une question que je demande à tous mes invités. Mais avant ça, écoute, dans tout ton parcours, autant personnel, ton développement personnel que tu as fait, ça paraît que tu es un gars qui a travaillé beaucoup sur soi. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, c'est jamais fini. C'est le développement personnel, ça ne finit jamais. Dans tout ça, qu'est-ce que tu as développé? Quelle est la force mentale ou la force personnelle que tu as le plus développée, qui t'aide le plus aujourd'hui? Je pense que c'est la discipline. La discipline? Oui. La discipline dans mon quotidien, dans le fait de prendre soin de moi, de quand j'entreprends un projet, un sport, une action bénévole, peu importe. Je pense que le fait d'avoir une discipline m'aide énormément et me donne du courage aussi. Des fois, tu vas avoir des moments de doute. Tu vas perdre de vue ton objectif parce que c'est humain, mais ta discipline te garde sur la traque. Donc, ma discipline me garde sur la traque. Quelle que soit la discipline, ou quelle que soit
la définition du mot discipline, moi, je trouve que la discipline, c'est une éthique de vie. Et ça m'aide énormément. Écoute, je ne suis pas parfait, je ne suis pas infaillible, mais ma discipline m'aide énormément à passer à travers des moments plus difficiles. Et comme tu le disais tantôt, tu me l'as dit dans l'entrevue, tu disais que, voyons, ça va pas, c'est tough, mais je sais qu'à un moment donné, ça va donner du sens, puis je vais trouver une façon de passer à travers. Mais ça fait partie aussi de ma discipline, d'avoir ce réflexe-là, de me le dire. J'aime ça. Et laquelle des forces, ou peut-être dans un autre sens, tu sais, on a parlé des béquilles invisibles tantôt, que c'est des choses qui peuvent... C'est des limitations qui sont soit dans notre mindset, ou émotionnel, ou psychologique, ou peu importe, puis qu'on veut travailler pour s'en libérer, ou les passer par-dessus, ou du moins dealer avec. Est-ce qu'il y en a une qui te reste encore à régler? Une béquille? Ouais, une béquille invisible, t'entraînes-tu une encore? La paresse, c'est drôle, hein? C'est drôle, discipline. Ça a l'air contradictoire, mais la paresse, c'est de penser que j'ai encore du temps. Oh, c'est correct, je vais la refaire plus tard. Ah ouais, OK. Oh, je vais faire mon lavage demain. Oh, c'est correct, mon ménage. Oh, tel projet. Oh, c'est correct, j'ai encore du temps. Procrastination, en fait. Procrastination. OK, encore, intéressant. C'est ça. Ça, c'est un beau travail. J'adore. Je l'ai, il est là. C'est drôle, hein? Oui, c'est vraiment drôle. Écoute, en 30 secondes, dernière question pour toi, que je pose à tous mes invités. Okay. Dans tes mots à toi, c'est quoi pour toi un humain d'exception? Un humain d'exception. Qui est le nom du podcast. Ouais. Ben, en fait, je pense que nous ne le sommes. Nous sommes tous. Parce que quand tu regardes exception, ça fait aussi le lien avec l'exceptionnel. Qu'est-ce qui est exceptionnel? Nous avons tous ce potentiel d'être exceptionnel. Et j'avais lu un petit livre, là, ça s'appelle « Le petit livre de la vie ». Le concept, c'est qu'un père qui écrit des livres, des conseils à son fils qui quitte pour aller à l'université. Wow. Il a écrit en plusieurs tomes, mais ça a commencé par un petit livre. Tu sais. Okay. Puis il y a plein de petits conseils qu'il veut léguer à son fils. J'aime ça. Et un de ses conseils qui dit « Vise la perfection, mais contente-toi de l'excellence. » Oh. Alors, tu sais, on sait que la perfection n'est pas de ce monde, mais elle n'existe pas. Sois content et sois satisfait si tu juges que c'est excellent. Ouais. Alors moi, j'enlèverais le mot « excellent ». Tu peux viser d'être exceptionnel en toi. Tu sais, on l'a tous, ça. Oui, on l'a tous. Puis, tu sais, il y en a qui l'ont encore plus, mais qui se le gardent ou ben non, ils ont peur d'aller vers leur excellence. Puis, tu sais, pourquoi être bon quand tu peux être exceptionnel? Oui, puis être exceptionnel, ça peut être aussi en lien avec ta plus grande peur, exact. Ta plus grande épreuve. C'est ça qui est la exceptionnel. Chose dont c'est d'affronter ses peurs, puis d'avoir le courage. Oui. La chose qui te fait le plus peur, dont tu es vraiment le plus honteux de toi, si tu le transformes, ça peut faire de toi quelqu'un d'exceptionnel et de qui tu vas pouvoir inspirer. Tu vas pouvoir inspirer des gens à cause de cette espèce d'exceptionnel qui sommeille en toi, mais qui attend peut-être juste Juste de shiner. Les juste causes, de briller, les causes et les conditions pour shiner, pour briller, comme tu dis si bien. Ouais. Voilà. On est ben, tous exceptionnels. Oui. Donc, finalement, ton podcast, t'as pas fini? On l'est tous... ben non, j'ai pas fini parce que... T'as pas fini, parce que tout le monde est exceptionnel. Je peux faire ça à vie, là. On est tous des humains d'exception. C'est ça. Puis, c'est exactement comme tu as dit. Tu sais, on est tous des humains d'exception, mais on a... Tu sais, il y a une phrase, moi, que j'ai lue dernièrement, puis que je pense que je me la répète à tous les jours, comme toi tu fais avec celle de Mère Teresa, c'est que si tu sais que tu peux faire une différence, tu as la responsabilité de faire une différence. Puis très souvent, les gens, ils peuvent faire un... Tu sais, moi, humain d'exception, tout l'univers d'humain d'exception, c'est d'amener les gens à réaliser, à comprendre qu'ils ont la force de faire leur marque d'exception ou leur différence à leur façon et de rendre le monde un peu plus exceptionnel. Ça commence par soi, puis après ça, on peut aider les autres à le devenir aussi. Jean-Marie, un gros merci. Je te confirme que tu le savais déjà, mais je te le redis, tu es un très grand humain d'exception. Merci. C'était un plaisir, un privilège de passer ce temps-là avec toi. Merci beaucoup pour ton temps. Ça a été le fun. À une prochaine. Yes. On tasse les micros. Yes, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci tout le monde. Bye. À la prochaine. Et n'hésitez pas à partager l'entrevue. S'il y a des pépites d'or, il y a des bouts que vous avez aimés, que ça vous a inspiré, que ça vous a fait réfléchir peut-être, partagez-le sur vos réseaux avec le hashtag humain d'exception. Puis n'hésitez pas à nous donner des commentaires aussi sous la vidéo. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine pour un autre épisode du podcast
humain d'exception. Mon nom est Benoît Laflamme. À très bientôt.